Bonjour chers auditeurs pour cette nouvelle émission du Libre Journal du jeudi. Aujourd'hui une émission consacrée au thème « Défendre les pauvres ou la justice sociale chrétienne selon le pape Léon XIV et son exhortation apostolique d'Ilexité, je t'ai aimé » qui vient de paraître aux éditions Artege. Et nous allons parler avec les différents invités de cette encyclique et de la justice sociale chrétienne en général. Sont présents dans le studio Jean-Philippe Chauvin, professeur d'histoire lycée public, membre du bureau politique d'Action française ou du groupe d'Action royaliste, collaborateur au bien commun. Gérard Leclerc, que nous aurons tout à l'heure au téléphone, qui est journaliste, philosophe, essayiste et également militant politique français, éditorialiste à France Catholique et à Radio de Notre-Dame, auteur de la réédition Une autre action française aux éditions de Flore, et Jacques de Guibon, écrivain, directeur de la maison d'édition La 11e heure, qui vient de publier notamment La cause des pauvres de Frédéric Ozanam et Roi des pauvres de Georges Bernanos, ainsi qu'un autre livre, L'envers de l'histoire contemporaine d'Honoré de Balzac. Alors, d'abord, je voudrais qu'on parle un petit peu avec Jacques de Guibon parce qu'il s'agit d'une nouvelle maison d'édition, enfin en tout cas qui a très très peu de temps, qui vient donc de la 11e heure d'exister avec des textes consacrés au catholicisme social, des textes passés, peut-être présents, peut-être futurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Jacques, quelle est la raison pour laquelle vous avez fondé cette nouvelle maison d'édition et en quoi elle se distingue des autres maisons d'édition non conformistes ? Merci beaucoup. Alors les textes futurs, on les a pas encore évidemment, mais on espère qu'ils viendront. Oui, on a créé cette maison d'édition à 4 avec trois amis il y a 1 an et demi à peu près, en se disant que la pensée sociale de l'Église au sens large, c'est-à-dire dans son incarnation dans la littérature ou d'autres façons, méritait de réexister un peu plus dans l'esprit de nos contemporains. On a trouvé qu'il y avait un manque là-dessus et que ça valait le coup donc d'essayer de rééditer ces textes. Alors évidemment, la doctrine sociale de l'Église, on pense d'abord à toutes les encycliques des papes depuis Rerum Novarum, qui sont disponibles et donc qui sont déjà trouvables assez facilement. Donc c'est pas là-dessus qu'on s'est concentré. Nous, on va plutôt chercher des écrivains, des penseurs qui, d'une façon ou d'une autre, ont pu entrer en résonance ou en inspiration même de cette doctrine sociale de l'Église. Notamment Frédéric Ozanam, que vous avez cité, qui est en réalité l'inspirateur de la pensée sociale de l'Église, puisqu'il a commencé à écrire en 1830, quand cette doctrine sociale de l'Église n'était pas encore formalisée, même si elle préexistait évidemment, et qui est citée par Léon XIII comme un des inspirateurs de Rerum Novarum notamment. Alors j'ai consacré une émission ici avec vous, Jean-Philippe Chauvin, à René de la Tour du Pin. Est-ce que vous allez rééditer Vers un ordre social chrétien de la Tour du Pin ? Exactement, vous mettez dans le mille, on est en train d'y travailler. Ouais. C'est quand même assez effarant d'ailleurs que ce texte soit introuvable depuis fort longtemps. Après c'est un grand texte, enfin un gros texte si on peut dire, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été ajoutés, donc c'est un travail assez lourd à faire et passionnant, auquel se livre en ce moment Rémi Carlu, qui est un des cofondateurs de la maison d'édition et qui est déjà l'auteur de plusieurs mémoires sur René de la Tour du Pin, donc il le connaît bien. Donc il est en train de travailler, on espère le sortir d'ici 6 mois sans doute, en espérant que le lectorat soit au rendez-vous, puisque malheureusement la Tour du Pin, on connaît vaguement son nom, on le confond souvent avec le poète qui est son petit-neveu, qui est aussi un grand homme par ailleurs, Patrice, mais on le lit assez peu. Et pour cause déjà parce qu'il est introuvable, mais aussi on s'y réfère assez peu et les gens connaissent plus Albert Demain qui est son alter ego, qui fut député, son alter ego à la Chambre, à la Tour du Pin. Ouais. Ils ont co-construit, comme on dirait aujourd'hui, cette pensée ensemble en se retrouvant ensemble en camp prussien, prisonniers tous les deux d'ailleurs pendant la guerre de 70, c'est là où ils ont commencé à travailler. Et donc on est en train de travailler à cette édition, qui nous pose un petit problème d'ailleurs que je soumets à la sagacité peut-être des auditeurs et aux vôtres, c'est que dans ce texte, il y a des passages qui sont marqués par l'époque, qui sont purement antisémites, en fait. L'antisémitisme, évidemment, qu'on peut trouver à cette époque-là, de Rumontien, de l'assimilation du capital et de la banque, de la fortune apatride, au judaïsme. Et notre question, c'est, faut-il garder ces passages dans une édition qu'on ferait, ou signaler qu'on les a caviardés, pas parce qu'on a envie de censurer, mais parce qu'on se dit que ces textes ne sont pas forcément utiles à lire aujourd'hui et que, les gens peuvent s'y référer s'ils veulent dans une vieille édition. Donc voilà, donc c'est une question en fait, auquel on est confronté en tant qu'éditeur, en fait, et pas du tout par peur ou par lâcheté, mais c'est en quoi ça a un intérêt de rééditer ces textes dont on pense qu'ils sont faux, en fait. Voilà, que
c'est pas la finance juive qui domine le monde, etc. Enfin, voilà. Alors, est-ce que vous pensez justement que le catholicisme social, dans ses différentes variantes au 19e, puis un peu au début du 20e, finalement, c'est la combinaison d'une certaine pensée contre-révolutionnaire et d'un certain maurassisme rénové qu'on pourrait retrouver, par exemple, dans le cercle Proudhon au début du 20e siècle? Oui, évidemment, la doctrine sociale de l'Église, si on prend le cas d'Ozanam, est assez frappant. Ozanam, c'est d'abord, dans sa jeunesse, un disciple de Demestre, de Bonald, et comme Lamennais, en fait, avec qui ils ont un parcours un peu parallèle, même s'ils se séparent à la fin, ce sont des enfants, oui, du légitimisme à l'origine. Ouais. Enfin, voilà. Mais ils font un pas de côté, enfin en tout cas Ozanam, c'est-à-dire qu'en 1830, il s'aperçoit que pour lui, l'idée du roi, même s'il l'aimait, en fait, est morte et n'est plus valable en fait, et donc il va employer les termes de démocratie chrétienne. C'est un des premiers à l'employer dans les années 1830 sous Louis-Philippe, et il va essayer, donc ça va être ce qui va donner la pensée du ralliement après dans l'Église catholique, Et de Jacques Maritain. qui va choquer beaucoup de royalistes en fait, qui sont dûment attachés. Mais en fait l'Église catholique, à mon sens, ne tranche pas pour un régime ou pour un autre. Elle dit actuellement c'est ce régime-là qui n'est pas si satanique que vous pouvez le dire, et avec lequel on peut peut-être s'arranger. Et oui, ça va donner au XXe siècle, Maritain est confronté à la même question, notamment avec la condamnation de l'Action française en 1926, pour des mauvaises raisons. Enfin, je parle sous la Sous l'autorité de Jean-Philippe Chauvin, maurassien ardent. Sous la surveillance de Maurassien. Voilà, et vous avez raison de citer le cercle Proudhon. On peut parler à ce titre-là de Bernanos, parce que Bernanos en parle avec beaucoup d'émotion. Il en a même fait partie, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Il dit que oui, à cette époque-là, ils passaient leur journée en prison à la santé, et ils s'en plaignaient pas, eux, d'ailleurs, contrairement à d'autres aujourd'hui. Mais ils en faisaient plutôt un motif de fierté, et ils étaient plutôt syndicalistes, et avec une tendance à parler à des anarchistes, à des proto-communistes, à des socialistes de cette époque-là. On retrouve Georges Valois, Édouard Berthe et beaucoup d'autres. Le cercle Proudhon, justement. Henri Lagrange. Oui, c'est ça. Alors après, dans le cercle Proudhon, le côté chrétien est quand même moins directement présent que ça peut l'être par ailleurs. Mais il y a quand même cette pensée sociale, évidemment, qui a malheureusement tendance à disparaître à droite aujourd'hui, et souvent, enfin voilà. Donc c'est un des moments où on essaye de la faire rentrer à nouveau. Voilà. Alors j'ai cité ces différents titres, donc l'Honoré de Balzac, L'envers de l'histoire contemporaine, le Frédéric Ozanam, La cause des pauvres, et Georges Bernanos, Rois et pauvres. Vous allez publier, je crois, vous aussi un roman, bientôt peut-être aux éditions qui sont les vôtres. Est-ce que vous croyez pouvoir publier celui-ci dans les mois qui viennent, par exemple? Et est-ce que vous croyez que cela puisse s'inscrire dans la même tradition que vos éditions consacrées justement à la pensée sociale et à la pauvreté? Non, alors je travaille un roman, mais s'il est publié, ce sera pas Lanzumer, parce que être son propre éditeur me paraît être un souci déontologique, et surtout même pour la qualité, en fait. Voilà, si les éditeurs existent, c'est aussi pour faire travailler les auteurs et les tenser quand il faut, quoi, et essayer de faire autre chose de leur texte. Et un auteur tout seul face à son texte est toujours un peu démuni, enfin, d'où le fait qu'il y ait ses éditeurs puis les lecteurs ensuite pour avoir des retours. Mais c'est juste pour dire un petit mot sur la 11e heure. En fait, actuellement, c'est une forme associative, et on voudrait qu'elle ait une forme coopérative, fidèle en ça, pensons-nous, à la pensée sociale de l'Église. Voilà, la coopérative, c'est-à-dire que ce sont les travailleurs qui possèdent eux-mêmes le capital et le pouvoir de décision, et qu'il n'y ait pas de capitalistes qui viennent s'immiscer là-dedans d'une façon ou d'une autre, et voilà, que ce soit et vous redistribueriez 10% des ventes du livre à une association. Voilà, c'est ça, chaque année, en fait. Voilà. Donc c'est très proudhonien et très catholique social. C'est ce que nous essayons de faire, en fait, d'être cohérent avec ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on travaille aussi avec un imprimeur, La Ballerie, qui est dans la Nièvre, qui est lui-même une forme coopérative. C'est une entreprise qui a été reprise par ses ouvriers il y a 20 ou 30 ans, au moment où elle allait mettre la clé sous la porte, et qui fonctionne très bien aujourd'hui, et qui fait un très beau travail. Voilà. Ce qui serait aussi bien, mais malheureusement ça n'existe pas, c'est une revue catholique sociale un petit peu actuelle et un peu... Il y a des revues, mais une revue qui serait spécifiquement catholique sociale, contre-révolutionnaire et proudhonienne. Vous avez fait ça il y a très longtemps avec Immédiatement, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment, puisque la revue est défunte. Ça serait souhaitable que ça puisse réexister. Est-ce que vous voyez un jour la possibilité, vous n'en êtes pas là évidemment pour l'instant, mais de pouvoir publier une revue qui serait le prolongement de votre maison d'édition ? Le ciel vous entende, mais voilà, des projets comme celui d'Immédiatement, ça a toujours été quelques centaines de lecteurs, ce qui est très bien, mais ce qui est insuffisant pour la faire vivre à terme. Enfin, c'est un travail bénévole dans ce cas-là, ce qui est très bien, mais ça demande du temps, de l'énergie.
Et voilà. Et donc, oui, bien sûr. C'est pas faut pour espérer. l'instant. Alors j'aimerais qu'il y ait assez de lecteurs pour ça, mais aujourd'hui je sais pas. Bah, vous allez voir combien de les gens livres vous allez préfèrent vendre. regarder la télévision malheureusement, mais voilà. Alors on passe maintenant donc au thème principal de cette émission, défendre les pauvres ou la justice sociale chrétienne selon le pape Léon XIV et son exhortation apostolique Dilexité, je t'ai aimé. Alors Jean-Philippe Chauvin, vous avez lu cette exhortation apostolique, c'est une petite exhortation, hein, le livre est court, on peut se le procurer assez facilement aux éditions Artege. Est-ce que vous diriez qu'il s'inscrit dans la même tradition que Rerum Novarum dont parlait tout à l'heure Jacques de Guibon? Est-ce que Léon XIII est un pape qui ressemble au pape actuel? Est-ce qu'il y a également une filiation entre Benoît XVI et celui qui écrit peut-être les textes pour François et qui a publié aujourd'hui cette exhortation de Léon XIV? Est-ce que vous voyez une unité entre toutes ces encycliques papales ou exhortations pontificales? Alors, c'est beaucoup de questions à la fois. Je ne suis pas un spécialiste des textes pontificaux, ni encycliques, ni exhortations. En revanche, je m'y intéresse effectivement beaucoup sur l'angle social. Et on parle souvent de Rerum Novarum, justement, Léon XIII, le prédécesseur lointain de Léon XIV, comme celui qui aurait théorisé ou mis en forme ou formalisé donc les idées qu'il avait un peu puisées dans le catholicisme social, y compris de la Tour du Pin et d'Albert de Main, mais aussi qu'il pouvait trouver dans Villeneuve-Bargemont, qui est le grand oublié, Villeneuve-Bargemont, du catholicisme social. Traité d'économie sociale. Voilà, et du royalisme légitimiste, politique des années 1830-1840, et qui mériterait lui aussi d'ailleurs une réédition et un travail critique. Et bien voilà, Jacques de Guibon, vous êtes là aussi. Jean-Philippe Chauvin se porte volontaire pour le faire, avec plaisir. Pourquoi pas? Parce que c'est vraiment un texte qui justement est à l'origine, je dirais, d'une véritable réflexion, pas seulement sur la charité, comme nous avons, et le terme charité apparaît souvent sous la plume des papes, mais sous le sens aussi de la justice sociale, et la justice sociale et de l'état social, parce qu'en fait on se pose la question de savoir si Villeneuve-Bargemont n'a pas été justement l'un des fondateurs de ce qu'on appelle l'état social aujourd'hui. Il y a eu quelques questionnements là-dessus, et donc je pense que les catholiques, mais aussi les royalistes, mais aussi les gens de droite, et aussi les gens qui s'intéressent tout simplement à la question sociale, devraient se pencher sur ces textes lointains, sur ces textes qui évidemment n'ont pas la coloration dominante des idéologies contemporaines, mais qui méritent. Est-ce que ça n'est pas la raison pour attention. laquelle justement ces livres-là ne sont pas, sans faire du conspirationnisme naturellement, non. mais est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement dans cette œuvre ou dans ces œuvres quelque chose de réfractaire à la modernité et qui fait que malheureusement les modernes ne lisent plus ou ne lisent pas ces ouvrages qui malheureusement datent déjà d'il y a un siècle? Je crois qu'il y a ça, et puis il y a une grande méconnaissance, et je pense que le fait d'en parler, il m'est arrivé, nous avons fait un petit colloque La Tour du Pin l'année dernière justement avec quelques personnes, on s'est rendu compte que beaucoup ne le connaissaient pas, n'en avaient jamais entendu parler, et qu'en définitive le fait de le relire, simplement de le relire, en particulier vers un ordre social chrétien, mais pas que, parce qu'il a fait beaucoup d'autres choses, etc., eh bien permettait aussi de comprendre la modernité du personnage, et aussi la difficulté d'ailleurs, parce qu'on parlait de la Tour du Pin tout à l'heure, c'est la difficulté de son écriture, parce qu'en définitive, il n'a pas une écriture simple, et on peut comprendre que De Gaulle et Mitterrand ont été sans doute les deux principaux lecteurs au XXe siècle de la Tour du Pin. De Gaulle a essayé d'en faire quelque chose avec la participation. Mitterrand, c'est moins certain. Disons que c'est à moins de parler d'une période noire. Mais c'est vrai qu'il y a un oubli, et je dirais que c'est souvent la droite et peut-être l'Église qui en sont les coupables. Pourquoi? Parce que la droite a un héritage extraordinaire, un héritage philosophique, un héritage politique, un héritage social et d'action sociale, de politique sociale absolument extraordinaire, et il suffit de regarder par exemple la liste des projets de loi sociaux, qui ont été proposés, qui ont été votés, qui ont été refusés, qui ont été discutés, et dont les auteurs sont des royalistes ferventes, sont des royalistes catholiques, légitimistes, etc., mais pas que, et de constater qu'en définitive, eh bien, aujourd'hui, à droite, même dans les milieux qui se veulent royalistes, même dans les milieux qui se veulent d'une droite sociale, on ne connaît pas cette histoire-là. Et que à chaque fois que j'en parle, y compris avec des prêtres, même de milieux très, on va dire, très traditionnels, je suis surpris de voir leur méconnaissance. Leur méconnaissance, elle n'est pas liée au fait qu'on a caché les choses, c'est le fait qu'on ne les a pas valorisées.
peut-être qu'il y a aussi une part de la droite qui s'est ralliée très rapidement au libéralisme et qui a oublié, en fait, ce qui faisait sans doute la force de la monarchie, c'est justement d'être sensible à la question des pauvres, à la question de la pauvreté, et d'être capable de laver les pieds des pauvres à Pâques ou de toucher les scrofuleux, les écrouelles au moment du sacre. Louis XIV, il a touché 200 000. On est 200 000 scrofuleux. Et on est peut-être que la droite a trop vite abandonné ses devoirs parce que la suite de la Révolution française, c'était de toujours mettre en avant les droits. Et donc, du coup, on a oublié les devoirs sociaux que la droite, que le politique, que l'Église... Et même les droits sociaux, d'ailleurs. Voilà, pouvaient avoir à l'égard des plus pauvres, à l'égard des plus faibles, à l'égard des défavorisés. Une question un peu provocatrice, vous qui êtes très maurassien, est-ce que Maurras lui-même et l'École d'Action française n'ont pas participé dans une certaine mesure, je dis bien dans une certaine mesure, parce qu'il y a des endroits dans l'œuvre de Maurras où il se dit même socialiste, etc. Enfin, ça reste quand même assez ténu et assez réservé. Est-ce qu'il n'y a pas justement cet effacement de la question sociale, même chez les royalistes d'Action française, après le cercle Proudhon, et dans une période dont on pourrait dire de Maurras, par exemple, qu'elle fut celle d'un jacobin blanc, pour reprendre l'expression de Bernanos? Alors oui et non, parce qu'il y a eu quand même Georges Valois, il y a eu un certain nombre d'expériences, il y a eu la production française, il y a des choses qui sont ignorées, sur lesquelles il n'y a aucun travail universitaire qui soit fait. C'est sans doute le grand problème, c'est que personne ne s'est vraiment intéressé, aucun professeur n'a proposé cela peut-être, mais il y a eu quand même quelque chose. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est ténu. Et pourquoi? Parce qu'il y a d'autres urgences. C'est-à-dire qu'en fait, l'urgence nationale va sans doute noyer quelque part l'urgence sociale. Ça ne veut pas dire que Maurras l'oublie. Il y a un très beau texte de Thierry Monnier sur Maurras et le socialisme qui le rappelle et qui évoque aussi la fameuse formule de Maurras qui explique que la pauvreté, elle déclare. Et il y a une réflexion là-dessus. Mais Maurras se retrouve, je dirais, dans une urgence nationale, une espèce d'angoisse existentielle même nationale dans les années 20, dans les années 30 et encore plus à la veille de 1940, qui fait que cette question sociale apparaît beaucoup plus en retrait et que ça va être non pas des seconds couteaux, le terme est maladroit, mais que ça va être des gens qui ont peut-être une moindre visibilité, mais qui vont rester d'une grande fidélité d'ailleurs à leurs idées. Je pense à quelqu'un qui est totalement oublié aujourd'hui et qui mériterait lui aussi d'être relu, même si son écriture est beaucoup plus simple que celle de La Tour du Pin, on le lui a reproché, c'est Firmin Baconnier. Oui. C'est Firmin Baconnier qui, aujourd'hui... Il y a d'ailleurs un texte qui a été édité par les éditions de Flore de Firmin Baconnier sur le royalisme. Tout à fait. Mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est de rééditer un certain nombre de ces textes qu'il a produits pendant une 60aine d'années dans la presse royaliste. Oui, il est dans notre liste d'auteurs à rééditer un jour, ça je suis bien d'accord avec vous. Le problème, pour en revenir à Maurras, c'est que je veux bien qu'il était pris par d'autres urgences, mais entre 40 et 44, l'urgence était encore pire, et ils ont pourtant essayé de justifier la question sociale à ce moment-là, en fait, qui était au pire moment, et ça, c'est pour rajouter en fait pourquoi peut-être cette pensée a été oubliée, salie et abîmée, c'est aussi parce que des gens se sont dit que sous la botte allemande, entre 40 et 44, c'était un bon moment pour mettre en place ces questions qui étaient... ces réponses qui étaient fort intéressantes, notamment la corporation, etc. Ouais. Et ça a malheureusement contribué à les salir et à les dévaloriser à jamais parce qu'on l'a fait au pire moment. Oui, mais est-ce que c'était forcément... C'est ça le souci, en fait. Est-ce que c'était vraiment le fait de Maurras et de certains Maurassiens? Non, je dis que Maurras n'a pas contesté ça, en fait. Je dis pas que c'est lui qui l'a fait tout seul, mais il a été un peu collaborateur du régime, quand même. On ne va pas dire le contraire. Quand on lit les textes, justement, sur la question sociale... surtout. Quand on lit les textes sur la question sociale et la charte du travail, etc., on voit qu'il y a de vraies différences, en particulier sur la question des corporations, puisque la Tour du Pin était pour des corporations associatives, des choses qui venaient de la base, plutôt qu'à imposer par l'État. Donc justement, il s'oppose à ce jacobinisme pétiniste, mais c'est incompréhensible à l'époque. Et à l'époque, aujourd'hui, le terme reste lié à Vichy. Il y a un mélange alors que c'est pas du tout la même chose. Gustave Thibon, par exemple, qui était très régionaliste, a adhéré au tout premier début de Vichy à la charte de la jeunesse et à la charte sociale de Vichy, même s'il a refusé toujours d'être récupéré par le régime. Tout en cachant Simone Veil chez lui. Donc, exactement, en 42. Oui, tout à fait. Donc on ne peut pas dire qu'il était collaborateur non plus, mais non, c'est vrai que des grands esprits se sont laissés prendre au début, en tout cas, à la possibilité de faire une révolution sociale, mais à un mauvais moment en fait. Quand Bernard-Henri Lévy ose dire de Gustave Thibon que c'était un philosophe bovin, c'est d'abord scandaleux, et ensuite Gustave Thibon a été non pas le laudateur du régime de Vichy, il y a eu une tentative de récupération de Gustave Thibon au début
40 jusqu'en 41, et il ne s'est pas forcément opposé à ce que certains textes puissent paraître dans certaines revues. Mais il n'y était absolument pas consubstantiel au régime, c'est évident. Je pense qu'un jour, il faudra travailler aussi, et il y a eu quelques travaux, mais qui restent encore très incomplets, voir justement tout ce qui a été fait sur la question sociale au moment de Vichy, parce qu'on se rend compte qu'il y a une certaine continuité entre les années 30, les années 40, jusqu'aux années 70, et en définitive, on trouve parfois les mêmes hommes, et c'est un peu ce qu'a expliqué, me semble-t-il, Olivier Dard, je crois qu'il l'avait expliqué dans une étude il y a quelques années, mais bon. Mais c'est un autre thème. Mais ça mais la question de la sécurité sociale traverse les années 30, les années 40 pour arriver... On pourrait même dire à certains égards que certaines préoccupations sociales du général de Gaulle et de ce que fut la Ve République étaient déjà plus ou moins contenues dans ce que Vichy pouvait au départ être. Il y a quand même une certaine continuité. Et qu'aujourd'hui, on a largué les deux. Pour un capitalisme prédateur. Un libéralisme qui oublie l'enracinement social, qui oublie la dignité du travailleur, la dignité du travail, et qui ne pense qu'au pouvoir d'achat. Et je crois que c'est une erreur. On inverse les choses. Il faudrait mieux penser justement au travail, à la production, plutôt qu'au pouvoir d'achat. Il vaut mieux travailler sur la question du revenu, du salaire, qui sera du pouvoir d'achat, que le pouvoir d'achat d'abord, qui fait qu'on va favoriser ceux qui fabriquent dans les moindres conditions sociales, très loin. De toute façon, on voit toutes les histoires autour de la restauration, pas de la restauration, mais du vêtement rapide de Shein, Temu et quelques autres. Oui, mais est-ce que la question sociale ne serait pas non plus bien revenue sur le devant de la scène si les classes populaires et les classes moyennes déclassées étaient prises en compte par la nation et par le peuple contre justement ce pouvoir d'achat au sens démagogique dont vous parlez, si vous voulez. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat n'est pas, à mon avis, quelque chose qu'il faut expulser du champ du discours, ou en tout cas de l'action politique. Non, mais on ne doit pas le mettre en priorité. Il faut permettre aux gens d'abord d'avoir la dignité du métier, d'avoir du travail, de la profession, d'avoir des choses à faire, d'avoir des possibilités de créer avant que de leur parler de pouvoir d'achat. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La charrue et les bœufs sont nécessaires, à une certaine époque en tout cas, mais il ne faut pas mettre l'un avant l'autre. Je pense qu'on s'est trompé et l'erreur sur la question sociale, ça serait de la limiter à la question du consommateur. Car le consommateur n'est pas forcément le producteur, et je crois qu'il faut d'abord soigner la production, soigner les producteurs, avant que de penser à la consommation. C'est d'ailleurs la grande logique de la tour du pain. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que même les consommateurs, en général, du point de vue du pouvoir d'achat, ne sont pas du tout pris en compte, en tout cas pour ce qui concerne les classes populaires ou les classes moyennes précarisées ou déclassées. Donc même de ce point de vue-là, si vous voulez, ça ne marche pas. Dans un régime capitaliste, le producteur et le consommateur sont tous les deux pénalisés pour le plus grand profit du profit, justement. Justement parce qu'ils ne sont vus que comme des consommateurs et non pas comme des personnes qui doivent gagner le moyen de leur consommation. Et du coup, on a aujourd'hui le vrai problème du pouvoir d'achat, c'est justement le fait que les salaires, par exemple, ou que les revenus, par exemple, ne sont pas appropriés au travail qui est fait. Ouais. C'est ça l'un des grands problèmes. Je pense qu'on va retomber on retombe sur la question sociale. Et on retombe surtout sur l'exhortation apostolique du pape Léon XIV, Délixité, jeter, aimer. Vous avez lu ce livre, Jacques de Guibon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme ça spontanément, ce qui vous a paru comme le plus important dans cette exhortation ? Eh bien, le rappel à tous les catholiques et aux hommes de bonne volonté, comme c'est le cas de tous les textes papaux, le souci des pauvres, en fait, qui doit être un souci premier et qui n'est pas accessoire, qui n'est pas quand je sors de la messe et que j'ai fait mes bondieuseries et que j'ai bien mangé et que j'ai bien travaillé, etc. Enfin, même s'il faut bien travailler, mais en tout cas que c'est un souci qui doit être constant dans la pensée, dans le cœur du chrétien, et que c'est jamais quelque chose qui peut être écarté, que ça doit être un souci qui est sous les yeux en permanence. Voilà, c'est ce que dans cette généalogie que font les deux papes, Léon et François ensemble, ils remontent depuis Jésus évidemment, enfin même depuis l'Ancien Testament, depuis la création à travers les pères de l'Église, à travers tous les saints, etc., sur montrer ce souci qui traverse tout le monde chrétien, du pauvre en permanence, et en quoi c'est vraiment la base et le souci dans ce monde, en fait. Voilà. Alors, le pauvre, quand on parle de l'Évangile, heureux les simples, etc., le royaume des dieux leur appartient, de Dieu leur appartient, est-ce que c'est la simplicité ou la pauvreté matérielle, ou est-ce que c'est la pauvreté et la simplicité au sens, je dirais, de l'esprit ou de
de l'humilité. Je pense qu'il y a un double mouvement vis-à-vis du pauvre. Il y a le pauvre qui ne l'a pas choisi, qui est celui qui subit, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de vêtements, qui a froid, etc. Et lui, on doit s'en soucier, on doit l'aider à combler ses besoins matériels de base. Et il y a le chrétien déjà nanti qui doit lui-même s'appauvrir et aller vers cette pauvreté pour adorer l'essentiel qui est Dieu et son prochain et oublier le reste en fait. Donc c'est un double mouvement quoi. Et le but n'étant pas de rendre le pauvre riche et milliardaire évidemment, mais de lui donner d'en faire on appelle ça un nécessiteux, donc c'est-à-dire lui donner ce qui est nécessaire pour qu'il puisse vivre et soi-même se dépouiller de ce qui est superflu et même du nécessaire si on a un pauvre à côté en fait. Jean-Philippe Chauvin, vous-même, qu'est-ce que vous avez pensé de cette exhortation et qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Jacques de Guibon? Est-ce que vous avez des compléments à nous donner? Alors des compléments peut-être pas, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est justement l'intérêt pour les travailleurs pauvres qu'il évoque dans alors je ne sais pas comment on les appelle, le petit numéro 14, etc. Et ce scandale des travailleurs pauvres qui me semble extrêmement important aujourd'hui et qui me semble sans doute le pire scandale social et le pire scandale de la pauvreté, quelque part. Et j'ai été très intéressé par cet aspect-là. J'ai été aussi très intéressé, effectivement, par toute la généalogie, Saint Chrysostome et un certain nombre d'autres saints. Le fait que l'Église, effectivement, a toujours accordé la priorité aux pauvres, d'une certaine manière, même si, il faut quand même le dire, c'est pas toujours évident pour le commun des mortels de voir cette Église des pauvres. Et souvent, effectivement, j'ai toujours été un peu fâché parfois avec certains curés, si on veut, dans le sens où la messe de Noël, ils regroupaient tous les prêtres sur un même endroit, c'était formidable, c'était très beau, et on oubliait les gens qui étaient à la porte, qui étaient les miséreux qu'on voyait sortir, et on oubliait la vieille dame qui ne sort que cette fête de Noël. Personne n'était là pour lui offrir un chocolat chaud, si ce n'est quelques catholiques peut-être un peu plus conséquents que d'autres. Et toujours, il était un peu ennuyé par, non pas ce double discours, je ne me permettrai pas, mais par une certaine indifférence, c'est-à-dire que les pauvres font partie du discours, quant à être au cœur de l'action, c'est moins sûr. Et en même temps, il y a quelque chose qui me marque, et on le voit bien d'ailleurs à travers les propos du pape, c'est le fait que ce sont des catholiques qui sont sans doute les plus intéressés, au sens fort du terme, motivés par l'aide, par le soutien, par l'accueil des pauvres. Je le vois d'ailleurs dans les rues de Rennes ou de Versailles, alors Versailles sans doute, mais ce sont souvent des associations catholiques ou proches du monde catholique, les Maltes, le Secours catholique, qui interviennent, qui font des maraudes, etc. Où sont les autres? Où sont ceux qui donnent des leçons de morale permanentes? Je suis très surpris de voir qu'en particulier le monde politique semble se désintéresser complètement de la question de la pauvreté. Et je vais vous donner un exemple personnel, c'est que lorsque j'étais moi-même candidat sous une liste royaliste, j'avais fait une campagne sur la pauvreté et on m'a presque... Dans une radio locale, on m'a presque rigolé au nez. Pourquoi s'occuper des pauvres? Est-ce qu'ils votent? Oui. Cette espèce de... Or, que ça soit l'Église ou que ça soit moi, c'était pas tellement le vote qui importe, c'est le fait d'aider des gens qui sont dans la pauvreté, une pauvreté... Alors, effectivement, je parlerai de pauvreté contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la misère sociale. C'est-à-dire qu'il y a une pauvreté acceptée, une pauvreté ou une sobriété, une austérité acceptée. Mais cette pauvreté contrainte, elle est terrible parce que ce sont des gens qui voient les autres vivre comme eux souhaiteraient le vivre, qui voient les autres avoir à manger tous les jours et qui eux-mêmes ne peuvent pas nourrir parfois leurs enfants. Et je pense en particulier, ce problème qui a été soulevé d'ailleurs par un rapport du Secours catholique il y a quelques années, le fait des femmes seules, des mères seules, c'est le vrai problème aujourd'hui de la pauvreté sociale. Enfin, c'est l'un des principaux problèmes de la pauvreté sociale. Jacques de Guibon. Pardon, il y a une phrase dans Diexité justement vers le début là-dessus sur la sorte de double peine en fait que subissent ces femmes seules avec l'enfant. Il est rappelé que ça doit être un des soucis premiers de l'Église et des chrétiens en fait. Voilà. Alors il y a aussi autre chose qui souvent est associée à la pauvreté et parfois même au rejet de la pauvreté, c'est le discours sur l'assistanat, qui est un discours en général assez libéral. De la même façon qu'il y a un discours assez libéral qui consiste à dire qu'un pape comme Léon XIII ou un pape comme François ou un pape comme Léon XIV sont des papes de gauche parce qu'ils s'intéressent à la question sociale. Donc on est toujours dans la difficulté, y compris à droite, et surtout à droite, de cette espèce d'aveuglement
à l'égard de la pauvreté qui ne serait pas finalement une des vertus évangéliques les plus représentatives de ce que le christianisme a pu charrier en plus de 2000 ans de beauté, de vérité et de bonté. Oui, alors il y a, je crois, effectivement une confusion qui est faite par une partie de la droite ou du monde libéral, ça ne se limite pas à la droite, d'ailleurs une partie de la gauche aussi, c'est entre l'assistance et l'assistanat. C'est-à-dire que l'assistance, c'est une aide, c'est une préservation des intérêts, c'est une protection, c'est la cape de Saint-Martin. Va-t-on dire que Saint-Martin est fait dans l'assistanat? C'est la cape de Saint-Martin et c'est tout à fait différent de l'assistanat qui, en définitive, je dirais, un moyen de soutenir la paresse ou de soutenir le non-travail quelque part. Or, l'assistance, c'est soutenir les gens sans leur demander forcément quelque chose, mais c'est soutenir les gens, préserver, leur donner les moyens de sortir justement de cette assistance. L'assistanat les maintient dans l'assistance. L'assistance pure, c'est le fait justement de donner la main pour sortir la personne, je dirais, du ruisseau ou de l'eau d'une certaine manière. Et puis aussi, je crois qu'il y a une grande confusion. Il y a aussi un problème, c'est qu'on a tendance, quand on est avec des libéraux, voire même avec des gens de la gauche libérale ou social-démocrate, on a ce problème qu'on a l'impression que l'assistanat, c'est l'évacuation de toute forme de responsabilité et que ceux qui critiqueraient la non-solidarité à l'égard de nos semblables seraient immédiatement considérés comme des gens irresponsables et non pas responsables des autres et d'eux-mêmes. Oui, il y a cela. Et je crois que de ce côté-là, la droite a oublié un peu ses propres racines, justement. Elle a oublié qu'elle a des devoirs avant d'avoir des droits. Et on est toujours dans cette problématique. Moi, je suis très surpris de voir que la droite a oublié beaucoup d'elle-même. Qu'en définitive, la droite au sens historique, j'entends, elle a oublié que justement c'était Saint-Martin. Parce que Saint-Martin, c'est le même, c'est celui qui est le père de la nation, on l'oublie un peu trop. Et puis, c'est aussi le père du social, quelque part. C'est le père de l'aide. Et puis, bon, je crois qu'on a oublié, on a séparé les deux, on a oublié, alors c'est vrai qu'on a aussi oublié beaucoup Saint-Martin dans notre société. Saint-Martin, c'est la fête du partage. Et on va écouter justement une chanson de Georges Brassens, sublime chanson, sur Martin. Vous allez écouter tout de suite Georges Brassens. Voilà, on peut penser que Georges Brassens s'est inspiré de Saint-Martin. Je crois que là, il n'y a pas trop de contestation sur le plateau. Je vois Jean Guidon qui me dit qu'effectivement, il s'agit probablement de Martin et de Saint-Martin. Il y a d'autres ailleurs de chansons de Georges Brassens qui font souvent référence au christianisme, à l'arbre de vie, etc., etc. Alors, je voulais simplement lire un des passages de cette exhortation. L'engagement concret en faveur des pauvres doit également s'accompagner d'un changement de mentalité susceptible de se répercuter au niveau culturel. En effet, l'illusion d'un bonheur qui découlerait d'une vie aisée pousse nombre de personnes à avoir une vision de l'existence axée sur l'accumulation de richesses et la réussite sociale à tout prix, y compris au détriment des autres et en profitant d'idéaux sociaux et de systèmes politico-économiques injustes qui favorisent les plus forts. Dans un monde où les pauvres sont de plus en plus nombreux, nous assistons paradoxalement à la croissance de certaines élites riches qui vivent dans une bulle de conditions très favorables et luxueuses, presque dans un autre monde par rapport aux gens ordinaires. Ah, presque tout est dit. Oui, il y a quelque chose qui me marque beaucoup dans ces passages-là, c'est qu'en définitive, on ne condamne pas les inégalités, elles sont de fait, mais on condamne la démesure de celles-ci. Moi, je crois que c'est ça qui m'a beaucoup marqué aussi dans la lecture de ces différents textes, pas seulement celui-là, c'est que on a tendance, aujourd'hui en France, à considérer qu'une inégalité est une injustice. Or, alors certains diront, en bon maurassien, l'inégalité protectrice. Ouais. Les inégalités sont en définitive, effectivement, peuvent être extrêmement préservatrices et protectrices. Ceux qui ont doivent aider ceux qui n'ont pas, d'une certaine manière. Mais en fait, ce qui est problématique dans notre société de consommation, qui est une société de consommation, qui est une société de plus en plus individualisée, où on oublie la personne au profit de l'individu consommateur, ce qui me marque, c'est de voir aussi que dans notre société, les inégalités deviennent tellement démesurées qu'elles en deviennent des injustices. Je prends toujours le cas de ces joueurs de balle au pied qui gagnent des millions simplement en faisant un spectacle.
beaux spectacles, au demeurant, certes, mais qui vont... ça peut paraître complètement déplacé et démesuré quand je vois que les dames de ménage qui travaillent dans mon établissement, par exemple, sont debout à 4 heures du matin, vont travailler de 6 heures à 13 ou 14 heures pour des salaires qui sont inférieurs à 2000 euros. Et leur travail est-il moins important ? Leur travail est-il moins nécessaire ? Non, c'est ce qui permet à mes lycéens, c'est ce qui permet aux collègues, aux professeurs d'avoir un établissement propre. Ce sont ces personnes qu'on dit parfois les invisibles, parce que la pauvreté, entre guillemets, alors je ne dis pas que ce sont des personnes pauvres, hein, mais je dis que ce qui me marque surtout, c'est cette démesure entre ceux qui travaillent et qui gagnent peu, et ceux qui font du spectacle et gagnent beaucoup. Et je crois que ça, la droite aurait un créneau important à dire oui, les inégalités existent, c'est la vraie, entre guillemets, pluralité, la vraie, entre guillemets, diversité. On pourrait parler d'ailleurs d'équité. Tout à fait. Hein. Et l'injustice, c'est le fait qu'elle soit trop démesurée. C'est l'hubris, en fait, et la démesure. Et en plus, ce qui est quand même incroyable, c'est que la formule de justice sociale que nous employons, la première fois qu'on la voit apparaître, c'est en 1784. C'est dans un journal qui s'appelle L'Esprit des journaux, je crois, qui rapporte les propos du roi Louis XVI lui-même. C'est le roi Louis XVI, celui qui a la main de la justice, qui pour la première fois fait ce lien entre la justice et le social, qui est au niveau sémantique, la justice sociale. Et je rappelle que la Tour du Pin l'évoquera aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le Métron, qui est quand même le gros dictionnaire du monde ouvrier, du monde social, etc., on évoque bien la Tour du Pin comme celui qui a fait passer l'idée, ou qui a voulu faire passer l'idée de justice sociale dans le monde de droite. Est-ce si étonnant que le général de Gaulle, sur lequel on peut être d'accord ou ne pas d'accord sur un certain nombre des aspects de sa politique, et lui-même était ce grand lecteur méconnu, comme disait Michelet. Michelet parlait de Gaulle, lecteur du très ignoré La Tour du Pin. Eh bien, que ça soit lui qui ait essayé une politique sociale contre les Pompidou, contre les libéraux de l'époque. Et qu'en définitive, on le lui a beaucoup reproché, mais que maintenant, quand on relit les textes, et il y a eu quelques études sur les idées sociales du général de Gaulle, l'idée de la participation, elle vient de ce milieu catholique social. Et de la participation, non pas au sens où on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire de la participation au sens de l'intéressement, de la participation au sens de la cogestion de l'entreprise. Les deux sont évidemment consubstantiellement liés. Et je dirais que le général de Gaulle, là encore, avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur une partie de sa politique... Il y en a quelques-unes. Voilà, mais dans sa vie publique, autant que dans sa vie privée, il a été, sans doute, un des meilleurs lecteurs, je dirais, des catholiques sociaux, du pape, de Léon XIII et de la Tour du Pin et de la suite, quelque part. Et quand on voit les hommes politiques et les chefs d'État qui ont succédé, Giscard d'Estaing, Mitterrand et quelques autres, et ceux actuellement, on a l'impression que l'argent est devenu le nouveau maître. À l'époque, on peut quand même concéder au général de Gaulle qu'il avait d'autres passions. Alors quand vous parlez de Rerum Novarum, de la Tour du Pin, il y a une autre figure qui émerge tout de suite, et de Louis XVI d'ailleurs, qui émerge tout de suite, c'est le comte de Chambord. Oui, bien sûr. Le comte de Chambord, c'est aussi la figure royale aristocratique, sociale, qui s'est battue pour les travailleurs et qui s'est battue pour ceux qui étaient les plus nécessiteux, contre la bourgeoisie affairiste, corruptrice et usuraire, qui à l'époque l'emportait. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui aussi la volonté de pouvoir remettre un petit peu au goût du jour le comte de Chambord, sachant qu'il est symbole malheureusement d'une faiblesse, ou en tout cas d'une perdition à travers le fait qu'il n'ait pas accepté que le drapeau blanc puisse être cohabité avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Donc ça, est-ce que ça n'est pas aussi... Ouais. Un problème, est-ce qu'il faut faire réhabiliter la figure du comte de Chambord ? Alors, en tout cas, le texte « Lettres sur les ouvriers » est un texte important. Il précède d'ailleurs Rerum Novarum. Rerum Novarum, quand on regarde bien la chronologie, arrive assez tardivement. Oui, il arrive après Villeneuve-Bargemont, il arrive après Armand de Melun, il arrive après la Tour du Pin. D'ailleurs, la Tour du Pin et Albert de Mun y travaillent, me semble-t-il, avec d'autres Européens. Il arrive après beaucoup de choses. Et le comte de Chambord, lui, en quelques mots, a bien vu la question sociale en France et il répond justement à l'individualisme, il faut répondre par l'association, etc. Il est de ce côté-là extrêmement révolutionnaire et c'est pour ça qu'il y a eu un courant royaliste social qui a été assez méconnu, sur lequel il y a très peu de travaux, mais qui a existé, qui a perduré d'ailleurs, y compris
au sein, mais aussi parfois en dehors de l'action française. Et je me souviens que lorsque j'avais travaillé sur des journaux des années 20, 30, 40, 50 de la presse royaliste, on va dire un peu en marge, le texte Lettres sur les ouvriers était souvent mis en avant, ainsi qu'un texte qu'on oublie un petit peu trop, qui est un texte très social, sinon socialiste, du moins on en a accusé son auteur, c'est le texte qui s'appelle Le prolétariat du comte de Paris, qui est un texte où il s'en prend avec une virulence, avec une violence verbale même au libéralisme, à la Révolution française, au monde bourgeois, qui est absolument stupéfiante. De quelle année ? Alors c'est en 1936 ou 1937. Avant-guerre, d'accord. Donc c'est avant-guerre. En fait, voilà, c'est avant-guerre. Et il a, alors après, il mettra peut-être de l'eau dans son vin, il faut le dire, mais c'est un texte qui reste là encore fondateur et qui, même parfois, même un peu injuste parfois, mais qui précise bien la position. C'est passionnant. Et il l'a écrit tout seul, ou on sait s'il avait une plume il a sans doute été par quelques-uns, mais qui était dans ces milieux, on va dire, catholiques sociaux, des milieux peut-être autour de la Gazette française, etc., etc. Et c'est au moment du Front Populaire, en gros. Voilà, c'est dans les années 30. Je ne sais plus exactement si c'est avant ou après, mais voilà. C'est... Alors, il y a les cercles catholiques d'ouvriers qui ont été initiés par le comte de Chambord et qui a vu justement cette lettre des ouvriers qui s'est justement ingéniée à renvoyer dos à dos le socialisme collectiviste et le libéralisme bourgeois, finalement. Ni étatisme, ni individualisme, ni libéralisme tel que nous l'entendons. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre histoire française, notre histoire sociale est très marquée par ce qui s'est passé pendant la Révolution française. La Révolution française, en définitive, on dit que c'est le pouvoir de la bourgeoisie, etc. En fait, c'est le basculement du pouvoir c'est comment dirais-je, la colonisation du politique par l'économique. Et les lois d'Allard de la Chapelier, qu'on évoque souvent, comme les lois qui en finissent avec les protections ouvrières, avec les corporations, qui interdisent la grève et l'association ouvrière, etc. Il faudra quand même attendre près d'un siècle pour que toutes ces lois soient remises en cause, qui désarment vraiment l'ouvrier, en plus à la veille de l'industrialisation, c'est-à-dire au moment où il y en aurait eu le plus besoin. Et toutes ces lois-là expliquent un petit peu pourquoi est-ce que Zola a pu écrire ce qu'il a écrit, pourquoi est-ce que Villeneuve-Bargemont a pu découvrir en 1828, en se promenant dans les corons du Nord, une misère noire qu'il ne soupçonnait pas, qui était bien cachée et qui pourtant permettait ce décollage économique et industriel de l'après-révolution. Donc, Jacques de Guibon. Si vous voulez répondre. Pour en venir au comte de Chambord, il y a toujours cette phrase merveilleuse que Bernanos aime à citer. Ensemble, si vous le voulez bien, nous reprendrons le grand mouvement de 89, en fait, pour montrer en quoi la révolution n'est pas un bloc, contrairement à ce qu'a dit un homme politique du XXe siècle. En fait, voilà. Et donc, le premier mouvement de la révolution et celui de Louis XVI que vous évoquiez, en fait, c'est essayer de réduire ces injustices et ces inégalités pour faire une France meilleure, mais qui dérape rapidement, comme on le sait, quoi, et qui en fait est prisonnier entre l'étatisme et le libéralisme, en fait, et c'est ça qui, après, au XXe siècle, on a aussi achevé dans le sens de tuer cette pensée catholique sociale telle qu'on la trouve aussi chez les royalistes, et qui se sont fait prendre en étau entre le marxisme extrêmement bien armé et bien organisé, et le libéralisme aussi bien organisé. C'est pour ça qu'on l'a aussi oublié, je pense, cette pensée-là, et qu'elle ne survit, à mon avis, que grâce à l'Église catholique, qui, elle, est éternelle et immortelle, évidemment. Mais voilà, c'est elle qui continue, à travers ses papes, à la porter, je pense. Hein. S'il n'empêche qu'elle puisse être retrouvée par la droite française, mais ça fait, j'ai l'impression, depuis que je suis né, qu'on répète ça en fait chaque décennie, qu'il faudrait retrouver cette pensée sociale de droite ou royaliste, etc. Et on n'arrive jamais en fait à percer la cuirasse du bourgeois de droite pour lui inoculer cet amour du pauvre et du faible, en fait. De cette citation, justement, nous reprendrons le mouvement de 89. Il ne faut pas tout de suite qu'on sursaute à cette citation. Il s'agit simplement de reprendre le tout début du mouvement révolutionnaire qui a pour objet de enlever à tous les privilèges, faux privilèges, et à ce qu'a charrié
une partie de l'ancien régime qui n'était pas forcément toujours bon, voilà. Et il y a aussi une volonté de la part des contre-révolutionnaires de s'attaquer à la philosophie des Lumières qui elle a enregistré les principes justement de la Révolution française. Donc on ne se trompe pas de choses quand on parle de ça. Hein. Mais il y a un texte que Bernanos qu'on a repris là-dedans, c'est une conférence qu'il fait au Brésil à des étudiants, des jeunes gens brésiliens pendant qu'il y est, donc pendant la guerre entre 40 et 45, je ne sais plus quelle année, et il dit il y a une seule période dans l'histoire où des gens ont renoncé volontairement à la privilège, c'est la nuit du 4 août française 89. Il dit je vous dis pas que ça n'a pas eu aussi de mauvais fruits, etc. Mais il dit c'est quand même un grand moment où il y avait que la France et que des Français pour faire ce sacrifice volontaire de leur privilège, alors que personne ne les y est forcé ni poussé parce qu'ils pensaient qu'ils allaient créer quelque chose de meilleur. Donc voilà, avec toute la complexité de cette nuit et de cette abolition. Voilà, il prend pas parti, il dit pas que c'est merveilleux, mais il dit pas non plus que c'est condamnable et absolument méprisable. Je pense que la Révolution française est une révolution libérale aussi dans le sens où elle est une révolution matérialiste, donc franklinienne. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette phrase que tout le monde vante, met en avant, on le voit même dans les publicités, c'est le temps, c'est de l'argent. Or, le temps, c'est de l'argent, c'est un basculement non seulement sémantique, mais spirituel absolument extraordinaire, parce que, jadis, le temps n'appartenait qu'à Dieu, d'une certaine manière. Là, on désacralise le temps et on enlève Dieu, d'une certaine manière, la notion de temps, et on le remplace par l'argent. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que plus on oublie Dieu, d'une certaine manière, plus on oublie les principes de l'Église catholique ou d'autres religions, selon les endroits où l'on est, et plus, effectivement, l'argent prend la place, et plus il y a un vide, en fait, parce que l'argent, il remplit le matériel, mais il ne remplit pas le spirituel. Et alors, on essaye de vider, je dirais, les cerveaux par du matériel, par des téléphones, par de l'intelligence artificielle qui nous explique en définitive on n'a plus besoin de rien faire. Mais en fait, ne plus rien faire, c'est de se donner en définitive tout entier au grand monopole, au grand capitalisme d'argent. Et l'argent, de certaine manière, le temps c'est de l'argent, c'est une formule absolument terrible, qui nous fait oublier la beauté du monde, qui nous fait oublier la beauté de la création, qui nous fait oublier la beauté du temps qui passe, qui nous fait oublier l'ennui nécessaire, qui nous fait oublier le fait de pouvoir s'évanouir presque devant la beauté des choses ou regarder le ciel en comptant les étoiles sans compter les millions qui pourraient en tomber. Vous connaissez la formule de Louis-Ferdinand Céline, on vivra l'œil rivé sur la montre. Et il prenait en partie notamment le cas des États-Unis pour montrer cette espèce de fuite en avant à travers le temps que quelqu'un comme Paul Virilio, par exemple, a pu analyser en critiquant cette espèce de fuite en avant à travers la vitesse, la rapidité, le culte du rendement, etc., etc. Et aussi la production incessante, c'est un des grands combats des catholiques sociaux au XIXe siècle, notamment dans les sermons de Monseigneur de Bonald, etc., de rappeler que le dimanche ne doit pas être travaillé, doit être chômé, et que les gens sont excommuniés s'ils font travailler leurs ouvriers le dimanche, s'ils travaillent eux-mêmes, et que donc justement c'est une rupture, c'est le jour où on ne doit pas produire et on ne doit pas gagner de l'argent, c'est le jour le temps qui est donné à Dieu le dimanche, et c'est rappelé en fait vraiment pendant tout le 19e, même chez Blois, etc. Ce sont des fulminations en fait, qu'on a oubliées aujourd'hui, et aujourd'hui même un patron catholique de bonne composition ne se souvient même pas de ça, en fait, qu'il ne faut pas faire travailler les gens le dimanche. Ouais. Je rappelle une chose sur le temps de travail, puisque c'est des choses qu'il faut redire un petit peu, et que je dis aux des étudiants, c'est que le moment de la Révolution française, le dimanche disparaît. Alors, il n'y a pas que la décade, etc. Il disparaît. Puisqu'on dit, mais pourquoi ne pas faire travailler, au nom de la liberté du travail, les gens le dimanche ? Il faut attendre le roi Louis XVIII, parce que Napoléon avait refusé de donner le dimanche entier en disant, les ouvriers peuvent bien manger le dimanche, ils peuvent bien travailler. Et donc, il a fallu attendre le roi Louis XVIII, un édit, c'est un des premiers, en juin, qui va devenir une loi en septembre 1814, où on a ce qu'on appelle la sanctification du dimanche, où là, on interdit le travail du dimanche. Malheureusement, ça sera remis assez vite en cause après, sous la monarchie de Juillet, etc. Mais l'idée que, justement, il faut savoir se poser. À l'époque, la bourgeoisie libérale a presque hurlé à la mort en disant « vous allez nous rendre pas compétitifs », les mêmes arguments qu'on entend aujourd'hui. Alors qu'en même temps, on nous dit « mais l'intelligence artificielle va faire gagner du temps ». Et on voit... Aujourd'hui, hier, il y avait comme information que Hewlett Packard, je crois, une grande entreprise états-unienne du numérique, supprime 10% de ses emplois en disant très concrètement, parce que l'intelligence artificielle
permet de remplacer ces 10% d'emplois que nous supprimons. Et là, on retrouve aussi le fait que la pauvreté, elle tient aussi dans l'arrachement de la dignité du travailleur. C'est-à-dire qu'en fait, le travailleur n'est plus que quelqu'un qu'on peut changer, adapter. C'est-à-dire que le travailleur devrait s'approprier. Il était question qu'on puisse s'approprier le travail, l'engin de travail, l'instrument, et c'est le cas, je crois, dans les doctrines catholiques. Or là, on a l'impression que le travailleur n'est qu'un individu, que le financier, que l'argent peut s'approprier, déplacer, et à qui on demande de s'adapter. On l'a dépossédé de son métier, on l'a dépossédé de sa dignité de travailleur, on ne voit en lui qu'une fiche de salaire et un pouvoir d'achat, alors qu'il est autre chose. Et je crois que ce qui est important, que je lis, alors c'est surtout sur les pauvres, mais on voit bien aussi qu'il évoque les travailleurs, de certaine manière, qu'on pense aux travailleurs, c'est que le travailleur, c'est une personne, c'est une dignité, et que le travail a une dignité qu'il faut restaurer dans un monde où on ne met en avant que le travail, que la consommation et la facilité. Alors, allons toujours plus loin, cher Jacques de Guibon et Jean-Philippe Chauvin. Vous disiez que la droite s'était dessaisie de la question sociale, en tout cas une grande partie de la droite et depuis très longtemps. Est-ce que ça n'est pas parce que cette même droite a vu dans la question sociale un relent de socialisme ? Ce socialisme est-il forcément collectiviste, bureaucratique, technocratique, auquel cas j'imagine que plus beaucoup de monde y souscrit ? Ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a un bon socialisme à partir du moment où on le définit comme étant coopérativiste, associationniste, enraciné ? Je pense que, alors il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, comme diraient certains. Je pense qu'il faut revenir au terme du social, au mot socialisme. D'ailleurs, au départ, le mot socialisme est plutôt né à droite, même pendant la Révolution, et ensuite, il va être récupéré à partir de 1830 par la gauche et tout. Mais au départ, le socialisme, c'est l'idée, c'est l'anti-individualisme. On a un peu oublié quand même. C'est ça, ce sont des chrétiens, Buchez et Leroux, qui ont inventé ce mot, et justement, comme réponse à l'individualisme, c'est ça. Et donc, Et c'est pas étatiste spécialement, voilà. En fait. Non. Et en fait, le socialisme est devenu étatiste sous l'influence de Marx. Oui. Mais c'est l'influence de Marx, c'est l'influence des marxistes, qui en fait, Marx est tout à fait dans la lignée de ce qui se passe sous la Révolution française. Il est dans cette logique de l'industrialisme, il est dans cette logique de l'individualisme, il est dans cette logique où l'argent triomphe, en définitive. Marx n'est pas un révolutionnaire, contrairement à ce qu'on croit. Il s'inscrit dans la ligne de ce qui est né avant lui, de la Révolution française, de l'industrialisme, et il favorise. C'est pour ça qu'on a pu parler de capitalisme d'État. D'ailleurs, dans la citation de tout à l'heure que j'ai tirée de l'exhortation, il y a le terme d'accumulation qui est vitupéré. Or, c'est un terme qui revient souvent dans la plume de Marx, où il critique l'accumulation du capital et du profit et l'exploitation de l'homme par l'homme. Finalement, d'une certaine façon, Marx n'a rien inventé. Non. Le terme de lutte des classes ne vient pas de lui, il vient de François Guizot. Donc il le reconnaît d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Donc il a mis les choses en ordre différemment. Je pense que c'est un homme du 19e siècle, que quand on relit Marx, c'est extrêmement daté. C'est lié à la montée industrielle, et il a oublié, il n'a pas vu une chose, c'est l'arrivée, et c'est ce que Ford, lui, va voir, Henry Ford va être beaucoup plus fort que Marx et Lénine, c'est la société de consommation. C'est-à-dire ce basculement sémantique, et que l'Église a vu elle-même d'ailleurs, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la production était faite pour la consommation. On produisait pour consommer. Or, la société de consommation, on consomme de plus en plus, on consomme de plus en plus vite pour produire. On a un véritable basculement copernicien. Alors, il faut préciser qu'évidemment, la société sans classe et la dictature du prolétariat qui fait partie du programme de Marx n'est pas à l'ordre du jour pour un homme de droite. Ça va de soi. Hein. Je le précise quand même aux auditeurs qui s'étoufferaient. Au contraire, même. Au contraire. Mais nous parlons de classe, de corps, de communauté. Nous parlons justement du nous. Avec Proudhon contre Marx et contre le grand capital. D'une certaine manière, Proudhon est beaucoup plus contre-révolutionnaire, entre guillemets, ou révolutionnaire au sens social du terme, que Marx ne peut l'être. Et d'ailleurs, Proudhon, quand on le lit bien, s'inscrit dans une espèce de socialisme d'ancien régime, si je puis dire. De socialisme conservateur, même, à certains égards. D'une certaine manière, voilà. Si le terme de conservateur fait un peu peur aussi, d'ailleurs, mais parce qu'il y a plusieurs conservatismes. Oui, je ne sais pas s'il est approprié pour Proudhon, mais en tout cas, c'est un socialisme qui veut essayer de retrouver des permanences chez l'homme, en fait, et de les associer, de les mettre ensemble de la meilleure façon pour arriver à produire le plus humainement possible et à vivre le plus humainement possible. Donc, dans ce sens-là, il n'est pas dans une logique marxiste, providentialiste, où il va forcément y avoir une dialectique de lutte des classes qui va arriver à ceci ou cela, en fait. Mais après, Proudhon se contredit lui-même aussi au cours de sa vie, c'est ce qui fait aussi
son charme, mais voilà, il y a plusieurs Proudhon. On peut dire qu'il passe de l'anarchie au fédéralisme, d'une certaine façon. C'est-à-dire à un système d'organisation sociale où il n'élimine plus l'État, mais où l'État est très décentralisé et où c'est un mal nécessaire. Et où il élimine plus tout à fait la propriété non plus. Donc, il essaye de domestiquer ces grandes forces qui se sont levées au XIXe siècle. En fait, c'est surtout ça. Alors, on a des questions d'auditeurs. Que pensez-vous de l'œuvre de Jean Daujas, disciple de Jacques Maritain, en particulier de son livre L'ordre social chrétien? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous en avez entendu parler? Il y a très longtemps, oui. Oui, j'ai lu Daujas jadis, etc. Effectivement, d'ailleurs dans les cercles royalistes, parce qu'en fait, qui évoque encore Daujas à part quelques petits cercles catholiques un peu lettrés, et puis quelques royalistes. Et Daujas, je l'ai lu, je crois qu'il avait travaillé plus ou moins avec Amédée Divignac dans la Gazette française, je me trompe peut-être, mais il a écrit des choses très intéressantes, effectivement. Moi, je l'ai lu avec Tuus aussi il y a longtemps, mais j'avoue que... Ça s'arrête à un vague souvenir. C'est ça. Mais il avait écrit un tout petit volume qui s'intitulait tout simplement « Connaître le christianisme », qui était partie de l'introduction, disons, quand on entrait à Ictus, oui. On pouvait avoir déjà ce livre-là comme étant celui qui devait préciser l'édification doctrinale et catholique de celui qui y adhérait. Alors, très intéressant, merci. Vous n'évoquez pas Marc Sangnier et le Sillon, qui ont beaucoup inspiré le général de Gaulle, entre autres personnes importantes du XXe siècle, première moitié notamment. Pour les richesses, vous avez raison. Ne pas ressentir l'envie, le besoin immodéré de richesse matérielle est essentiel. Il faut rester mesuré et savoir se suffire de ce que l'on a et apprécier. La sagesse, merci bien. Bon, on abonde, hein. Oui, moi j'aime beaucoup Marc Sangnier. Je sais que du côté royaliste, on va lui en vouloir, mais je pense qu'il a été aussi condamné un peu hâtivement par Rome, comme l'Action française le sera en miroir 20 ans après, et que ce qu'il avait commencé à créer avec le Sillon était quand même, on oublie, c'était quand même 500 000 personnes, c'était une force assez prodigieuse de démocratie chrétienne, donc forcément les forces royalistes en face n'en étaient pas satisfaites, mais c'est un homme passionnant et qui a laissé des fruits après, dont la démocratie chrétienne qui a des bons côtés, je le rappelle en fait. Et notamment après-guerre, etc. Ludois et même dans les années 30 aussi. Enfin, il y a c'est un homme qui a essayé de penser son époque avec les moyens de l'époque et voir comment il pouvait relier un catholicisme qui avait aussi une tendance à sombrer dans un conservatisme éthéré, ou de réactionnariat dans le mauvais sens du terme, comment il fallait essayer de le rallier et d'aller voir les ouvriers, etc. aussi. Ça, c'est une intuition qu'il a eue dans les années 1900. Mais d'ailleurs, n'est-ce pas Jean de Fabrègue, qui est un des non-conformistes des années 30, qui faisait partie de la jeune droite, avec Thierry Molnier et Jean-Pierre Maxence, qui a écrit un livre sur le Sillon et sur Marc Sangnier, qui est a priori plutôt favorable. Et pourtant, il venait de l'Action française. C'est possible. Peut-être il n'avait pas rompu avec l'Action française non plus. Oui. Alors, il y a aussi le fait qu'avec l'éloignement, on se rend compte, je ne veux pas rentrer dans le débat Sangnier-Maurras, que d'abord, il y avait eu un premier débat en Sangnier-Maurras qui était assez courtois, assez cordial, etc. Qu'en fait, au moment où l'Action française monte, et au moment où la démocratie chrétienne, ou que le Sillon monte, il y a évidemment une concurrence par rapport à, un certain public. Et donc, du coup, ce qui était un débat devient un conflit, une confrontation, etc. J'ai personnellement peu lu Marc Sangnier, mais j'ai pu constater que des lecteurs de Marc Sangnier avaient une attitude à l'égard même de la monarchie qui n'était pas forcément l'attitude républicaine, idéologique qu'on peut imaginer. Il ne faut pas quand même oublier que le comte de Paris a dû aussi le fait de son retour, de cette fin d'exil en 1950, au directeur de Ouest France, qui était quand même le grand journal démocrate chrétien de l'Ouest. Et j'ai connu quelques-uns de ses rédacteurs, et même un de ses directeurs adjoints, qui n'était pas hostile à l'idée d'une monarchie parlementaire constitutionnelle. Et il y a eu ponctuellement une connexion aussi avec le comte de Chambord, qui n'a pas duré, mais il y a eu une connexion. Il y a une connexion qui finalement n'a pas abouti, mais il était prévu au départ que ça puisse avoir lieu et pour l'un et pour l'autre. En tout cas, beaucoup ont œuvré, et ça ne s'est pas fait, si j'ose dire, à 1 centimètre, parce que c'était vraiment le cas de pouvoir réaliser ce dernier ancien régime qui n'a pas vu le jour. En tant qu'éditeur, juste, je note cette anomalie, parce que vous dites que vous n'avez pas lu Marc Sangnier, c'est parce qu'aucun titre de Marc Sangnier n'est réédité aujourd'hui et n'est disponible, ce qui est assez incroyable, parce que, quoi qu'on puisse penser de lui, il y a certainement des textes qui méritent d'être réédités, en fait, et ça fait partie comme une grosse partie de la pensée française du XXe siècle, et j'ai l'impression que tout le monde se moque un peu de son existence.
Alors, on va passer un bobino et puis on prend après au téléphone Gérard Leclerc. Je suis avec Jacques de Guibon et Jean-Philippe Chauvin. À tout de suite. Chers amis, Radio Courtoisie fête ses 38 ans ce mois-ci. 38 ans de liberté au service de vos valeurs et de vos idées. Radio Courtoisie ne vit que grâce à vos dons, à votre fidélité et à vous, nouveaux auditeurs. Notre audience progresse, nous regorgeons de projets. Nous savons tous que cette voie est utile et nécessaire, mais nos finances sont fragiles. Pour que cet élan ne se brise pas, soutenez-nous. Fêtons ensemble ces 38 ans en donnant toutes les chances à notre radio et à nos idées. Dès maintenant, faites un don en ligne sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci. Voilà, nous nous retrouvons dans ce libre journal du jeudi. Nous devons avoir au téléphone Gérard Leclerc. Est-ce que vous m'entendez, Gérard Leclerc ? Tout à fait, je vous entends. Merci d'être présent par téléphone. Bonjour à vous tous. Voilà, avec Jacques Bonjour, de Guibon Gérard. et Jean-Philippe Chauvin qui vous disent bonsoir. Non pas bonsoir, mais bonjour déjà pour commencer. Bonsoir ce soir. Alors, aujourd'hui, une émission consacrée à défendre les pauvres ou la justice sociale chrétienne selon le pape Léon XIV et son exhortation apostolique d'Ilexité, je t'ai aimé. Vous êtes, vous, Gérard Leclerc, depuis très longtemps, un défenseur du catholicisme social le plus radical. Et je voulais savoir si dans les années où vous étiez, disons, un jeune maurassien, on a dit même à une époque de façon provocatrice que vous étiez un mahorassien, est-ce que vous étiez déjà conscient de cette lutte sociale qu'il devait se prêter contre les grands intérêts du capital, ou est-ce que vous avez par la suite eu une tendance à retrouver le sens qui était le vôtre dans les années d'Action française, puis de la NAF, je crois, parce que vous avez appartenu aux deux organisations. Bref, est-ce que la tradition sociale de l'Église est aujourd'hui, selon vous, toujours d'actualité, et est-ce qu'elle l'était déjà à l'époque, et est-ce qu'il y a un trait d'union à mettre entre les deux ? Oui, mais je dirais que préalablement même à tout engagement politique, mon enfance a été marquée par ce catholicisme social. Parce que mon père, je l'ai toujours connu membre et surtout président de l'association Saint-Vincent-de-Paul de la petite ville où j'habitais. Je dirais rien des misères sociales de cette petite ville ne nous était étrangère. Et dès le plus jeune âge, nous avons été éduqués par nos parents justement à à ce service social, même tout petit, pour vous dire une chose, le dimanche, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même beaucoup pour moi. Tous les dimanches, ma maman faisait 2 gâteaux. Un gâteau pour la famille et un gâteau pour une pauvre dame qui était seule, qui n'avait pas de famille. Et c'était les enfants qui allaient porter ce gâteau chez la famille. Ça n'a l'air de rien. Mais je dirais, dès le plus jeune âge, on a été habitués, je dirais, à cette solidarité sociale qui passait par des gestes les plus concrets. Oui. Donc, et mon père était tout à fait dans l'esprit Action française depuis sa jeunesse. En même temps, c'était un militant catholique tout à fait fervent. Et les deux choses marchaient tout à fait ensemble. À la fois l'engagement politique, l'engagement religieux et je dirais l'engagement social. Alors, avec le temps, comment voyez-vous cela ? Est-ce que ça s'est réactualisé dans votre parcours, dans votre itinéraire ? Est-ce que vous avez aujourd'hui des idées un peu différentes de celles que vous aviez à l'époque ? Est-ce que ces gestes concrets sont toujours aussi concrets avec le temps qui passe ? Et est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable discours à tenir sur la justice sociale chrétienne à la lumière du texte d'Ilexité, je t'ai aimé, tiré de l'exhortation du pape Léon XIV ? Oui, tout à fait. Alors, malheureusement, je ne vous ai pas écouté là dans l'heure qui a précédé, mais dès le départ, Léon XIV
s'est réclamé de son prédécesseur Léon XIII et de son encyclique célèbre Rerum Novarum. Oui. Et peut-être, je vous ai pas écouté, mais peut-être avez-vous rappelé aussi que le Rerum Novarum a été de loin précédé par la lettre aux ouvriers du comte de Chambord. Ce qui signifie que la tradition sociale du légitimisme précède l'initiative de Léon XIII. Alors nous en avons parlé. Nous en avons parlé, oui. cher Gérard Leclerc, mais comme disait Louis de Bonald, puisqu'on parlait tout à l'heure de la pensée contre-révolutionnaire, entre l'inconvénient de se répéter et celui de ne pas être entendu, il n'y a pas à balancer. Donc vous êtes invité à pouvoir le dire, le redire, etc. Ça ne sera jamais assez entendu. Pour le reste, la pensée sociale chrétienne, qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette expression et dans cette réalité? Écoutez, il y a la continuité, je dirais, dans l'enseignement magistériel. Aussi, Paul VI et puis Jean-Paul II ont rappelé, comment dirais-je, les grandes lignes de la pensée sociale de l'Église à une époque où c'était pas évident. Moi, je me souviens que des grandes illustrations de l'ordre de Saint-Dominique, le père Marie-Dominique Chenu, avait fait une charge violente contre la doctrine sociale de l'Église. Oui. Et à l'époque, Chenu était, comment dirais-je, très, très tenté, je dirais, même par l'approche marxiste des choses. Oui. Pour lui, il y avait, et là-dessus, je me suis intéressé à la question récemment avec le grand livre de notre ami Yann Raison du Cléziou sur le père Serge Bonnet. Oui. Parce que Chenu il était en opposition avec Serge Bonnet à propos précisément d'une conception, je dirais, d'un prolétariat à l'avant-garde de l'histoire. Et pour Chenu, à ce moment-là, la doctrine sociale de l'Église, telle qu'elle était issue de Rerum Novarum, était tout à fait dépassée. Or, les papes ont rappelé qu'il n'en était nullement question. Alors, mais le fait qu'il ait eu cette impression, est-ce que c'est complètement fortuit ou est-ce qu'il y avait quand même des raisons à ça? Et on a parfois effectivement un peu tendance à penser que la doctrine sociale de l'Église comporte évidemment des éléments constitutifs du catholicisme social, mais qu'il y a peut-être certaines timidités ou certaines limites. Oui, et puis, comment dirais-je, cette doctrine sociale, elle s'articule autour d'un certain nombre de grands principes, comme le principe de subsidiarité. Oui. Mais comment dirais-je, le problème est aussi de la faire entrer dans les faits. Oui. Et là-dessus, moi, à l'Action française, quand même, à la période nariste, si j'ose dire, j'ai quand même connu un grand patron qui dirigeait l'Action française, qui s'appelait Bernard Mallet. Et Bernard Mallet était le directeur d'une grande entreprise industrielle qui fabriquait d'ailleurs des wagons de métro, Brissonneau et Loche. Et Bernard Mallet était très soucieux de doctrine sociale, notamment à travers ce qu'il appelait le patrimoine d'entreprise. Oui. Bernard Mallet voulait absolument associer les membres d'une entreprise, les ouvriers, au patrimoine d'une entreprise. Et en ce sens-là, d'ailleurs, il y avait une discussion avec j'oublie son nom, avec Louis Salleron, oui. qui était aussi un représentant de cette école, comment dirais-je, du catholicisme social. Et Salleron n'imaginait pas vraiment le patrimoine à l'échelle de l'entreprise. Oui. Donc il y avait une certaine querelle avec lui, mais n'empêche qu'on était quand même dans la continuité
de cette doctrine sociale. Et alors, dans une précédente émission, je vous avais parlé pour ma part d'un personnage qui avait été à l'école d'Action française et qui a prolongé aussi cette doctrine sociale à travers ce qu'il appelait le pan-capitalisme. Il s'appelait Marcel Loiseau, qui était lui aussi à la tête d'une grande entreprise dont j'oublie le nom, et qui à l'époque était à l'origine de la participation. À ce moment, c'est le général de Gaulle, qui lui-même héritier d'ailleurs de la pensée sociale et particulièrement de la Tour du Pin, a relancé au moment de 68 cette doctrine de la participation. Mais quand les gaullistes de l'époque se rattachaient à une explicitation concrète de la participation, ils se référaient à Marcel Loiseau. Alors vous avez cité Paul Saleron, qui n'était autre que le frère de Paul Ceran. Louis Saleron, qui était le frère de Paul Ceran, qui a écrit lui-même un ouvrage qui s'intitule « Les dissidents d'Action française » notamment. Et Saleron en tenait pour un corporatisme assez traditionnel contre le socialisme et le libéralisme. Il a écrit d'ailleurs un petit ouvrage là-dessus qui était très intéressant et il alimentait souvent les colonnes de la revue itinéraire de Jean Madiran pour justement en parler. Puis il y a les questions liturgiques auxquelles il s'est beaucoup intéressé également. Il y a une autre figure que j'ai envie de vous citer, on a parlé tout à l'heure quand vous n'étiez pas en ligne de Gustave Thibon, mais on pourrait parler de Marcel Decoorte aussi, qui lui-même a tenté un libéralisme entrepreneurial teinté de social qui n'était pas fondamentalement antilibéral. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Marcel Decoorte est daté ou est-ce que vous pensez qu'il est encore opérationnel pour une pensée sociale ? Écoutez, je ne sais pas. Là, il faudrait examiner d'une façon précise la problématique. On est quand même dans un autre âge aujourd'hui, où toutes les questions se retrouvent problématisées, reformalisées, et notamment sous le biais précisément de l'inspiration chrétienne. Je pense notamment à ce qui se passe aux États-Unis, autour du phénomène trumpiste et singulièrement avec le vice-président américain Vance, qui se réclame de la pensée de Saint-Augustin. Et il me semble que de ce point de vue-là, il y a une sorte d'aggiornamento de la pensée catholique, et notamment autour du problème, comment dirais-je, du renouveau d'une inspiration chrétienne de la politique. Mais vous ne croyez pas, Gérard Leclerc, en général. Vous ne croyez pas, Gérard Leclerc, que le populisme trumpiste, inspiré par Vance notamment, est un populisme générique en ce qui concerne le christianisme ou le catholicisme, sachant que Vance s'est converti il y a très très peu de temps au catholicisme, et que son libéralisme, justement, lui, est quand même assez puissant, et il répond davantage aux satisfactions du capitalisme qu'à celles d'une pensée sociale réaliste qui peut s'ancrer dans celle du peuple américain. Alors là, c'est à voir. Effectivement, c'est une dimension à réexaminer, tout comme la question d'ailleurs de l'augustinisme politique que semble vouloir animer Vance. Mais je pense que même la question sociale est à resituer dans cette perspective d'une société qui s'est largement déchristianisée et où on essaye de différentes façons de faire renaître le christianisme. Il ne faut pas trop s'avancer. Non. Jean-Philippe Chauvin et Jacques de Guibon, vous voulez répondre et rebondir sur ce que vient de dire Gérard Leclerc ? Messieurs, vous êtes en train de vous passer la parole réciproquement. Jean-Philippe Chauvin. Je trouve confirmation effectivement de ce que nous avons dit et précédemment effectivement, et donc j'aurais pas grand-chose à rajouter à ce que dit notre ami Gérard Leclerc. La question sociale reste de toute façon une question qui est
posée à l'Église, qui répond. Malheureusement, effectivement, dans cette période de déchristianisation, on l'entend beaucoup moins, l'Église, mais qui est posée aussi aux politiques. Parce que je pense de plus en plus que le règlement de la question sociale, il se fera par un vrai changement politique. Une vraie politique qui considérera pas le social comme un élément joint ou adjoint ou conjoint à l'économique, mais comme un élément proprement, je dirais, premier par rapport à l'économique. C'est-à-dire placer la personne et son travail politique d'abord. Avant la société de consommation en particulier. Mais j'avoue qu'effectivement, nous sommes dans un monde déchristianisé, un monde où il est difficile de parler de valeurs. Quand on parle de valeurs aujourd'hui aux gens, ils pensent aux valeurs financières. Quand nous avons tendance à parler des valeurs plus anciennes, plus traditionnelles et surtout plus enracinées. Nous sommes dans le monde de l'horizontal, d'une certaine manière, tandis qu'il faudrait peut-être renouer avec une certaine verticalité spirituelle et politique. Jacques de Guibon. Oui, j'abonde dans le sens de Jean-Philippe Chauvin, et la verticalité, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est aimer Dieu et aimer son prochain en tant que le faible, le pauvre, celui qui est en dessous, si on peut dire, dans la verticalité. Et dans ce sens-là, quand on reparle de rechristianisation ou de déchristianisation dans l'autre sens de l'Occident et de la France, je pense que la seule identité chrétienne qu'on puisse trouver, c'est celle de l'amour du pauvre, tel que c'est dit dans ce texte après des dizaines et des centaines de papes même, et pas du tout dans une identité fantasmée, comme c'est une petite adresse à Gérard Leclerc qui a parlé dans un édito récemment, je lui ai fait savoir, du livre d'Éric Zemmour que moi je trouve scandaleux en fait, et Gérard Leclerc avait l'air de l'apprécier, c'est-à-dire que cette identité chrétienne, elle peut être que dans le souci du pauvre et dans l'amour du pauvre, et non pas dans un étendard brandi pour aller faire la guerre à je ne sais qui, en fait, qui est totalement l'inverse, je pense, du christianisme. Voilà. Gérard Leclerc, vous voulez répondre très courtement, parce qu'on ne va pas s'engager sur ce débat aujourd'hui. Oui, mais bon, la dimension politique, comment dirais-je, on passe de la relation avec la personne, avec le pauvre, avec une dimension politique, c'est-à-dire que quand on passe du récit évangélique, de la rencontre avec ce pauvre homme que le Christ va sauver en quelque sorte. Quand la personne, ça devient 500 000 personnes par an, et il y a là une dimension politique que l'on ne peut pas traiter autrement que sur le terrain politique. Et c'est une autre dimension de la charité. Oui, mais cher Gérard Leclerc, c'est la charité politique, voilà. Oui, et je comprends bien que vous le rattachiez. Des problèmes tout à fait, redoutables. Je comprends bien que vous le raccrochiez à ce que vient de dire Jacques de Guibon et à Éric Zemmour. Mais comment pensez-vous, par exemple, sur la question proprement justement politique et de politique d'abord, du discours de Zemmour qui consistait au départ à être d'accord sur la France périphérique, sur la France des métropoles, sur la France des précaires, sur la France des exclus, etc. Et puis qui en est venu à finir libéral, il le dit d'ailleurs, il l'a dit ici à Radio Courtoisie lundi dernier, et à se dessaisir en quelque sorte des auteurs comme Christophe Guilluy, comme Jean-Claude Michéa et d'autres. Vraiment, il y a eu un moment donné où on pensait qu'il était sur cette longueur d'onde, et puis il a fini sur l'union des droites et sur un libéralisme certes national et protectionniste, mais qui ne rompt pas avec l'utilitarisme et l'individualisme, par exemple. Alors, c'est toute une discussion à avoir. Et bon, je serais incapable de mener avec vous là tout de suite. Et qu'est-ce qui vous a finalement fait défendre Éric Zemmour pour finir? C'est deux choses. C'est l'identité catholique de la France qui me paraît incontestable, et c'est le danger redoutable de l'islam. Permettez-moi de dire, quand le pape est en ce moment en Turquie. Vous savez combien il reste de chrétiens en Turquie aujourd'hui, et combien il y en avait autrefois? Même au début du XXe siècle, il y avait encore 20% de chrétiens. Maintenant, il y en a 0,2%. Oui, c'est déplorable. Donc, le danger de l'islam, il est tout à fait redoutable. Qu'est-ce qu'est devenue la chrétienté de Saint-Augustin en Afrique du Nord?
On n'est pas envahi en France par la sublime porte la encore. La question de l'islam, elle est tout à fait capitale. De l'islam ou de l'islamisme ? Évidemment, ça pose des problèmes. De l'islam ou de l'islamisme ? Théologiques, etc. Pardon ? De l'islam ou de l'islamisme ? On ne peut pas, comme le dit très bien Rémi Braque, qui est un des grands spécialistes de la question, on ne peut pas séparer l'islamisme de l'islam. Mais vous ne croyez pas qu'il y a une équation aujourd'hui qui est un peu dangereuse ? Islam égale islamisme, islamisme égale terrorisme. Donc finalement, tout terroriste en puissance est forcément un musulman, ce qui quand même pose des problèmes. Et je sais bien que vous n'êtes pas sur cette longueur d'onde, évidemment, mais c'est un petit peu le danger quand même. Je pense quand même les dernières enquêtes d'opinion ont montré quand même que l'abondance d'une immigration musulmane facilitait l'islamisme, notamment avec les jeunes qui et même à la troisième génération, on constate que les jeunes reviennent à un islam pur et dur. Donc on va faire action de ce genre de questions, de ce genre de problèmes. Guy Ibon, vous avez la parole. Oui, pardon, cher Gérard, je me suis permis de parler de cette question parce que vous parliez de J.D. Vance aux États-Unis et que je trouve en fait étonnant que les catholiques occidentaux prennent pour maître aujourd'hui ou pour boussole des gens comme Vance ou comme Éric Zemmour en France, qui connaissent assez peu, à mon avis, la doctrine sociale de l'Église et la doctrine générale de l'Église, et qui vont essayer d'en faire du catholicisme, à mon avis, une arme civilisationnelle dans une sorte de choc des civilisations, ce qui, à mon avis, est l'inverse de notre foi, et je pense que vous êtes d'accord avec ça, Gérard Leclerc, et donc c'est pour dire qu'il faut faire très attention en fait, à ça, et qu'on doit d'abord, je pense, se soucier du pauvre et du faible avant d'essayer d'aller faire la guerre à une autre civilisation. Mais je pense... Il y a aussi... Ah non, là, je suis pas d'accord. Ah. Écoutez, heureusement que Charles Martel est intervenu à Poitiers, hein, parce que nous serions musulmans. Et il y a eu la Reconquista en Espagne. Sinon, l'Espagne serait musulmane. Je rappelle également que l'expression judéo-chrétien qu'utilise Éric Zemmour dans ses discours et dans son livre est un dérivé de Vatican II. Comment est-ce qu'un catholique traditionnel peut-il s'exprimer et retrouver ce terme de judéo-chrétien qui est une redondance, puisqu'il y a dans le christianisme la part vétérotestamentaire qui existe. Bon, ça voudrait dire judéo-christianisme. Ça ne veut rien dire. Oh là, c'est toute une histoire. Ça d'ailleurs, dans son livre, à mon sens, Éric Zemmour dit des choses tout à fait intéressantes là-dessus. En invoquant René Girard, c'est la proximité entre le judaïsme et le christianisme qui provoque des rivalités mimétiques. Ouais. Ce qui fait que effectivement la notion de judéo-christianisme pose problème. Mais il est vrai aussi, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que Nostra Aetate, le fameux texte de Vatican II, a complètement reformulé la question des relations entre juifs et chrétiens, les juifs étant définis par Jean-Paul II comme nos frères aînés. Ouais. Évidemment, tout cela, ça a changé complètement toute une mentalité chrétienne à l'égard des Juifs. Et de ce point de vue-là, la notion de judéo-christianisme, comment dirais-je, a été beaucoup mieux perçue qu'elle ne l'était avant. Alors, on recentre le débat concernant le pape Léon XIV et son exhortation apostolique « Dilexité, je t'ai aimé » sur l'amour envers les pauvres. Je vais demander une conclusion à Jean-Philippe Chauvin, Jacques de Guibon et vous, Gérard Leclerc. Est-ce que par rapport à tout ce qui vient d'être dit depuis une demi-heure, vous avez des choses à dire et sur lesquelles vous voudriez rebondir ? Jean-Philippe Chauvin. Je pense que le combat contre la pauvreté n'est pas qu'un combat social, j'ai essayé de l'expliquer un petit peu, et je pense que c'est un combat de toute façon nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas oublier ceux qui sont défavorisés, ceux qui sont parfois les invisibles, et d'autres qui sont visibles, mais que nous ne voyons pas. Et je crois que justement, cette exhortation, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup d'écho pour l'instant, non. Voilà, au-delà de la presse catholique, eh bien, elle mérite d'être lue, et surtout, elle mérite de nous rappeler nos devoirs politiques, sociaux, mais peut-être
peut-être aussi économique et peut-être spirituelle aussi, même si je ne m'engage pas sur ce terrain-là, à l'égard de ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ou ce que nous pouvons avoir. Jacques de Guibon, très courtement. Exactement, et d'ailleurs le pape dit, dans cette question-là, on n'est pas sur une question de bienfaisance, mais sur une question de révélation, en fait, voilà, sur cet amour du pauvre. Et, je veux dire, on a beaucoup parlé du pauvre, on n'a pas parlé du riche, qui aura beaucoup de mal à rentrer dans le royaume, comme le dit le Christ, et ça c'est aussi un souci que devraient se poser certains catholiques. Notamment parce que c'est dans les sociétés les plus riches qu'on a aussi les pauvres les plus opulents et les plus grands, donc il y a une inégalité là de fait qui devrait marquer les esprits. Gérard Leclerc, très rapidement. Il y a une question que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est celle de l'appauvrissement de la France périphérique. Oui. Avec la désindustrialisation, qui est aussi très marquante aux États-Unis, qui a beaucoup marqué Vance, qui est né dans un milieu extrêmement pauvre. Et il y a, au lendemain de la chute du mur de Berlin, on a chanté les mérites d'un libéralisme qui allait produire, et d'un mondialisme qui allait produire, comment dirais-je, une dissémination de la richesse. Ça n'a pas été le cas. Et il faut quand même s'interroger sur l'appauvrissement de la France et d'un certain nombre de catégories populaires en France. Et les succès du Rassemblement national aujourd'hui ont une explication, je dirais, économique et sociale. C'est pas seulement, je dirais, le prestige des dirigeants de ce mouvement, mais c'est aussi la situation économique et sociale du pays. Merci Gérard Leclerc. Je rappelle qu'on peut se procurer les ouvrages de la 11e heure dirigée par Jacques de Guibon. Alors, comment on fait pour se procurer les ouvrages ? On va sur le site de la 11e-heure.org ou dans toute bonne librairie. Et sur Google. Merci Jean-Philippe Chauvin, merci Gérard Leclerc, et nous nous retrouvons dans un mois.